Bien dormi? Oui. Bien mangé? Oui. Excellent. Tout le monde est prêt. Bon. The good news. Il fait beau. The bad news pour M. Jean-Pierre Martin, c'est que tout le travail qu'il a fait pour former les groupes, c'est balayé. Parce que on fait pour les règles pour les raisons de sécurité, on doit savoir le nom des personnes dans chaque groupe qui descend dans le cabin. Non. Il essaie, hein. Il essaie chaque fois. Je dis, on le paye pour le millième fois, nous, on fait, nos secrétaires, ils ont formé les groupes avant, parce qu'il faut avertir 48 heures avant les groupes. Ça veut dire, very sorry, but your groups are not the ones we will use. On va appeler les gens qui valent première, et le deuxième, troisième et quatrième. On va faire ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pour ça que normalement, le service de visite, on ne voit pas les gens à Atlas. Parce que c'est une administration hallucinaire. Et puis, normalement, on envoie les gens à CMS. Ils sont beaucoup plus cool, beaucoup plus décontractés. Bon. Atlas, c'est Adam's Family, hein, c'est ça. Ah, mais Atlas, il est juste à côté. Hein. Ok. Maintenant, ce que je vais faire d'abord, peut-être je vais faire en franglais. Je vais présenter le CERN, mais pas la physique du CERN, juste qu'est-ce que c'est le CERN, comment ça marche, ce qu'on fait, et peut-être un petit peu pourquoi. Après, on va visiter en groupe. On fait espérant que Madame Ashton arrive à l'heure, parce que j'ai vu que le type qui normalement avec le suivez-moi, la voiture suivez-moi, il est toujours à la porte là. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée. Mais on a un plan B, plan C, plan D. Il le faut. Et on va descendre en groupe de 12 personnes pour voir le cabin d'Atlas. L'expérience où une des expériences qui a découvert le fameux boson de Higgs, vous connaissez la semaine passée, c'était le prix Nobel pour M. Higgs, M. Englert, et je crois le comité de prix Nobel, ils ont fait quelque chose de très bien, parce qu'il a laissé une place pour M. Braut. Ouais. Ok, C'est gentil. C'est gentil. Ok, et puis en plus, ils ne pouvaient pas trouver le nom de la personne dans les 6000 physiciens qui travaillent sur Atlas et CMS pour mettre notre place. Ni le CERN. Ok, ce que je vais faire, je vais présenter le CERN. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça en quelle langue? On a pas mal, hein? Vous ne voyez pas. Bon, en russe, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde a du succès avec l'Internet ou non? J'ai signé toutes les demandes à 10 heures hier soir, mais après, c'est fait. Oui. Est-ce qu'on aura l'occasion cet après-midi de voir les aimants? Qu'est-ce qui est prévu? Impératif, oui. Bon, vous pouvez voir un aimant. Oui, non. L'usine, Bravo. Pas mal essayé. Ça dépend sur vous. Soit il y a possibilité de parler avec M. Spiro. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il nous a dit qu'il nous attendait à 2 heures. Ah, 2 heures. Oui, et qu'il attend un coup de fil de votre part parce qu'il ne sait pas dans quelle salle. Il sait. Il sait. Et puis, si il a vu son email ce matin. Ok. Il est là déjà? Oui. Ah, good. Ok. Bon, on va... Oui, ok. On va voir cette question.
En bulgare. En bulgare, vous voulez ça en bulgare. Ça, c'est notre... bon, je vais expliquer ça dans un instant. Ce que je vais faire, je prends... Oh, it's already there, so we can use that one. Alright, so we don't need to do that. Okay. Well. C'est bon, tout le monde peut voir? Okay. Introduction to CERN. Ça c'est moi, Mixtor. Je suis né en Angleterre, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie en France parce que j'ai travaillé au CERN depuis le début de ma carrière en fait. Je suis venu comme physicien, j'ai fait beaucoup d'autres choses et maintenant je suis responsable pour le service des visites. On a 100 000 visiteurs par an. 100 000 maintenant, oui. Bon, pas vraiment 100 000 visiteurs, on a des 100 000 visites demi-journée guidée. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent pour 2 visites. Okay? Et c'est la seule façon qu'on peut compter. Et je suis responsable pour les profs de lycée. La semaine prochaine, on a un programme pour les profs de lycée français. Cette semaine, c'est pour les Allemands. La semaine passée, c'était pour les Italiens. Et les profs de l'Ukraine. Et bientôt, ça sera les Russes. Ça continue. Chinois, on a pas fait un programme pour les Chinois. On a commencé en 98 avec 9 profs. Et maintenant, on a 1100 par an. Et avec 35 programmes. Et dans ce programme, on va langues différentes. Moi, je ne parle pas 20 langues différentes. Je peux dire bonjour, merci, au revoir. Pas mal, mais c'est tout. Mais c'est les physiciens du CERN qui parlent beaucoup plus que 20 langues qui dans le programme. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi on fait ça? Juste un petit time-out pour ça. Pourquoi on invite les profs de lycée au CERN? Pour les vocations scientifiques. Les profs sont très importants. Parce que c'est eux qui ont l'avenir dans leurs mains. Sans les profs, on n'aura pas de physiciens, pas de scientifiques, pas des ingénieurs, pas de technologistes. Et que des banquiers. Le message pour les profs, depuis tout ça, c'est que ce sont nos partenaires, nos amis, nos collègues. On essaie de dire ça. Et c'est un message très important depuis le plus haut du CERN. Et malheureusement, dans pas mal de pays dans le monde aujourd'hui, ils ne reçoivent pas ce message. Bon, petite publicité pour les profs. Ils sont très importants. Ok, let's go. L'Europe, 1945, je ne sais pas où c'est, mais ça c'est l'Europe dévastée, cassée par une guerre terrible. Et tous les chercheurs quittent l'Europe pour l'USA, les États-Unis. Et à ce moment-là, juste après, quelques scientifiques comme maintenant je ne peux pas prononcer ça, c'est un nom très difficile pour un Britannique. Louis de Broglie, avec Niels Bohr, Werner Heisenberg, ils ont proposé que on installe un laboratoire ici, ils n'ont pas dit ici, mais
c'est ici, pour essayer d'arrêter cette fuite vers les États-Unis et pour créer un laboratoire scientifique pour le paix, en fait. Et il n'y avait pas un seul pays en Europe qui pouvait faire ça toute seule. Ils ont dit, on va faire ça ensemble. Et l'année prochaine, c'est le 60e anniversaire de ce laboratoire, le CERN. Le CERN, c'est quoi le CERN? C-E-R-N. Non, c'est le Conseil européen pour la recherche nucléaire. On prend le nom français, en fait. Les gens pensent que c'est le centre. C'est pas le centre, c'est le Conseil européen pour la recherche nucléaire. À l'époque, ça existe toujours ce nom, mais on aimerait bien dire c'est le laboratoire pour la physique européenne pour la physique de particules élémentaires. Parce que le mot nucléaire, ça donne pas de bonne impression. Parce qu'on ne fabrique pas ni les bombes, ni l'énergie. Mais on doit garder le nom parce que c'est écrit dans le charte. Ok. Voilà. 30 novembre, on va sauter un peu. 2009, le LHC. Qu'est-ce que ça veut dire LHC? Large Hadron Collider. Pourquoi large? Parce que c'est 27 km en circonférence. Pourquoi collider? Parce qu'on fait collisionner des protons ou bien les ions de plomb ou des ions de plomb avec les protons. Et hadron? Parce que les protons sont des hadrons. Okay? Large Hadron Collider. Bon, 30 novembre 2009, ça devenait le plus puissant accélérateur dans le monde, après Fermi. Tout le monde est très heureux. Voilà, vous voyez. On va visiter cette salle ce matin. Mais c'était fondé en 1954, 12 pays membres, États membres de l'Europe. Science for Peace. Aujourd'hui, on a 20 pays membres. On a aussi les membres associés, Israël et la Serbie, un candidat pour accession c'est le Roumanie. Et il y a 2 semaines, l'Ukraine, ils ont signé l'intention de devenir associé member. Et aussi la Russie est en train de devenir membre associé aussi. Voilà. Et on a des observateurs, bien sûr, la Russie aujourd'hui, mais les États-Unis. On a 2300 membres du personnel, surtout 11 utilisateurs. En fait, c'est eux qui font la recherche pour le boson de Higgs, en fait. Les 2300 sont plutôt là pour fabriquer, contrôler, faire marcher les accélérateurs, les détecteurs, et tout ça. Okay? On n'a pas beaucoup de physiciens purs payés par le CERN. Moins de 100, en fait. Ok? Ça veut dire que les utilisateurs sont très importants. Le budget, c'est 1 billion. Le déficit des États-Unis, c'est combien? Milliards. Trillion, oui, quelques trillions. Le déficit du budget des États-Unis, c'est quelques trillions. C'est la distance la plus proche de toi. Si vous n'avez pas entendu, ils ont finalement signé l'accord. Comme on dit, comme vous dites, oui, comme on dit. Ok, ça c'est les États-Unis. Je vais vous demander, ça sera facile pour vous. Est-ce qu'ils sont là, les drapeaux aujourd'hui? Non? Non, ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils ne sont pas là, les drapeaux, même pour Madame Ashton. Mais si le drapeau commence avec ce drapeau-là et va dans cette direction, c'est quel ordre? Budget, non. Alphabétique, ça c'est facile pour vous, parce que c'est alphabétique français. Et après,
Personne d'autre peut répondre à cette question. Que les Français peuvent répondre à cette question. Voilà. Moi, je ne savais pas depuis des années. J'avais pensé que c'était aléatoire. Voilà. D'où viennent tous les utilisateurs du pays, presque le monde entier. Il n'y a pas beaucoup qui viennent d'Afrique. Vous pouvez, c'est pas nécessaire de prendre des clichés. Je vais vous envoyer cette, où vous pouvez accéder ça sur le web. Il n'y a pas de problème, cette présentation. Je vais donner la mienne computer. Okay? Je le distribuerai. Oui. Mais voilà. États-Unis, 1749. Est-ce que les États-Unis est membre du CERN? Non. Est-ce qu'ils payent le budget du CERN? J'espère. Oui. Mais comment On leur facture leur projet. C'est extraordinaire. Est-ce que la Russie, c'est une membre paiement? Non. Est-ce qu'ils payent un sou? Non. Si jamais ils ont des projets. Ce qu'il fait, en fait, c'est, bon, il y a un échange entre les chercheurs des États-Unis et l'Europe, mais ils payent beaucoup d'argent pour les expériences dans lesquelles ils participent. Mais ils ne payent pas le budget du CERN. C'est intéressant. Hein? Voilà. CERN, Conseil européen pour la recherche nucléaire. Le directeur général du CERN, professeur Rolf-Dieter Hoyer, a dit, bon, il y a 18 mois, qu'on était en train de changer le E européen pour un autre E. Quel E? Non. Non. Ah, presque Earth, en fait, il a dit everywhere. Ça veut dire qu'ils sont en train d'élargir de participation. Et Michel Spiro, je suppose, il va parler de ça cet après-midi. Voilà. Les missions du CERN. Uniting people through innovation, education and research. On a 4 missions stratégiques au CERN. Donnez-moi une mission. Oh, tout le monde peut créer ça si c'est un examen, hein, en 3 millisecondes. C'est quoi? Recherche. Voilà, la recherche fondamentale. Posez les questions. Quelles sont les 3 questions que l'humanité a posées depuis des milliers des années? Quelles sont les 3 questions? Voilà. On vient d'où? On est fabriqué de quoi? Et on va où? Ok? Et Woody Allen a dit qu'il y a une 4e question que l'humanité a toujours posée, c'est... Quand est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Voilà. C'est une question très importante, mais nous, on ne peut pas répondre à cette question. Je l'ai dit au hasard. Hein. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Voilà. On fait Push Forward the Frontiers of Knowledge. C'est la découverte des secrets du Big Bang. Faire la recherche fondamentale. Mais pour faire ça, deuxième mission du CERN, on doit fabriquer quelque chose, on doit développer les technologies. L'expérience Atlas, elle a été conçue pendant les années 80. Et la technologie utilisée là-bas n'existait pas. Les chercheurs ont dû faire imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et puis après, développer les technologies. Et ça, c'est une autre mission. Et là, cette technologie est donnée au monde. On travaille pour qui, on fait ça? On travaille pour qui? Les pays membres, les 20 pays membres qui payent le budget? Bien sûr. Mais c'est plus large. On travaille pour qui? L'humanité. C'est un grand message, surtout pour les jeunes comme vous. Okay? Surtout pour les jeunes, c'est un message très important ça. Et le fait que la technologie fabriquée au CERN, c'est utilisé dans la vie quotidienne,
c'est un message aussi très important pour les jeunes. Peut-être qu'ils savent que le web, par l'Internet, était inventé au CERN, et on a donné le web pour nothing au monde, mais ils ne savent pas, normalement, ils ne savent pas que dans la médecine, il y a beaucoup de retombées de la physique des particules. Les accélérateurs, il y a 30 000, 40 000 accélérateurs opérationnels dans le monde entier aujourd'hui. La moitié, c'est dans les hôpitaux. Okay? Et puis, il y a des détecteurs qui font l'imagerie, PET aussi. Ça, c'est hyper important pour les jeunes, savoir ça. Mais ça, c'est la recherche fondamentale en général, c'est pas le CERN. Non, mais c'est directement de la recherche, ça tombe directement de la recherche du CERN. Hein? Évidemment du CERN, mais pas seulement du CERN. Non, mais ça, Le web, le web et l'accélérateur, le hadron therapy, s'il n'y a pas d'accélérateur, ça c'est la physique de particules. Hein. Ça vient pas de l'astronomie, ça. Hein. Ça c'est vraiment la physique des particules. On a deux engins qu'on utilise au CERN, c'est les accélérateurs et les détecteurs. Et les deux, maintenant, sont utilisés à l'extérieur, dans le quotidien, dans les hôpitaux. C'est ça que le message que je veux donner. Vous dites qu'il y a 20 000 accélérateurs de particules, c'est ça? Il y en a 30 000, même peut-être 40 000. Mais bon, et on compte pas les TV qu'on a eu. Mais des grands, enfin pas des grands, des accélérateurs comme à Chicago ou comme au CERN, il n'y en a pas tellement. Non, moins de 100. Moins de 100. Nous, on a une dizaine. Moins de 10. On va montrer ça au CERN. Mais vous pouvez dire qu'il y a moins de 100 accélérateurs pour la physique de particules, mais il y a des 30 000 utilisés pour autre chose. Dans l'industrie aussi, Voilà. Et une mission qui est très importante pour moi, c'est former les ingénieurs et les scientifiques de demain. Et pour faire ça, on a des programmes pour les étudiants d'université, on a des programmes, les visites pour les étudiants. 30-40% des visiteurs du CERN, ça veut dire 30-40 000 visiteurs sont des jeunes, des étudiants qui viennent avec leurs profs visiter le CERN. Et puis on a ce programme pour les profs du lycée aussi. Et grâce à eux, on peut toucher beaucoup plus de personnes. Si je vois 1000 profs par an, et chaque prof il touche 100 élèves, en 10 ans, on a touché 1 million de jeunes gens. Ça, c'est pas peut-être un grand chiffre, mais c'est pas minimal non plus. Et en plus, j'ai parlé avec les profs qui viennent d'Afrique, parce qu'on a eu un programme en juillet, 51 profs de 29 pays, dans le même programme, y compris pour la première fois un prof qui venait d'Iran, et c'était une dame. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, ça. Et elle est retournée en Iran et elle a organisé 1 mois après une conférence visio avec moi et avec John Ellis. Et on a parlé avec 250 profs de lycée à Téhéran. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Combien d'élèves dans une classe en Uganda de sciences? Combien? 40. 40, 50, une centaine. 10, centaines, une centaine. Entre 70 et 100 élèves dans une classe. Combien dans une classe en France? 25, peut-être. Voilà. Et puis, la dernière mission, c'est de unite people from different countries. Okay? On a plus d'une centaine de pays représentés au CERN. On travaille ensemble dans le même objectif. Il y a des pays qui travaillent au CERN qui ailleurs, ils ne veulent pas parler. Okay? Même pire. On est très heureux de dire que
dans notre forum pour les étudiants d'été, 300 jeunes gens qui viennent du monde entier au CERN pendant 2-3 mois. Ils font de la recherche, ils ont des séminaires, des projets, ils font des fêtes nationaux, bien sûr. Et on est très fiers d'annoncer qu'il y a 2 ans, il y avait 5 Israéliens et une Arabe du Palestine. Et les 5 Israéliens et l'Arabe, ils ont organisé un joint Israël-Arabe fête. Il y a des Chinois aussi. Il y a des Chinois aussi. Et c'est pas dans le monde, il n'y a pas beaucoup de places dans le monde où on peut organiser une fête entre les Israéliens et les Arabes. Et l'Arabe, il est là aujourd'hui, il est revenu, il travaille sur l'expérience Atlas. Voilà. Ok. Et moi, je vais visiter Israël en fin novembre pour faire un tour des écoles en Israël et j'espère que j'aurai la possibilité de voir des jeunes arabes, des étudiants arabes aussi. Voilà, le Big Bang. To understand the very first moments of our universe, un des objectifs. 3, maintenant vous savez, c'est pas 13,7, c'est 13,82. Ok? Ok? Ça c'est des nouveautés. Voilà. Mais l'âge de l'univers, on ne peut pas donner un âge de l'univers précis qui dépend du modèle auquel. Voilà, vous êtes les experts. C'est pas moi l'expert de ça, ou bien monsieur journaliste, mais on m'a dit, mes collègues dans les couloirs de la théorie, ils ont dit, maintenant on dit c'est 3,8. Okay. Si on veut regarder, vous connaissez, vous savez déjà, voilà, l'échelle, voilà, vous êtes là, vous reconnaissez vous-même, ok? Dans cette échelle, si on veut regarder les grands, on utilise toutes ces machines-là. On va visiter ce matin la salle de contrôle de AMS. C'est l'expérience qui tourne sur la station spatiale. C'est l'expérience de M. Samting, prix Nobel, pour la découverte de John Quark. On verra M. Ping. C'est possible. S'il est là, normalement, il descend, il dit il va au bathroom, mais je suis sûr qu'il est là pour contrôler ce que je dis, c'est la vérité. Mais il est très gentil. Si on demande une photo avec lui, il dit toujours oui. Mais je ne peux pas garantir qu'il est là. Mais s'il est là, il fait ça. Voilà, ça c'est le très grand. Pour, à l'autre bout de l'échelle, on utilisait cette super microscope, c'est l'LHC. Et bon, ça c'est notre connaissance d'aujourd'hui. Et on aimerait étudier la physique du près du Big Bang. Gauguin, vous connaissez ce fameux painting de Gauguin. Il savait déjà les 3 questions, parce que c'est écrit là. Ok? Voilà les 3 questions. On vient d'où? On est fabriqué de quoi? On va où? Monsieur Gauguin, il savait ça. Et l'objectif de la physique de particules, ça, et l'RHC, c'est de poser la question, qu'est-ce que c'est l'univers? Pour faire ça, on a fabriqué ce fameux LHC, le Collider. Voilà le tunnel, 100 mètres sous terre, en moyenne. En fait, c'est incliné à 1,2 degrés. Oui, vers le Jura. Le Jura là, le lac là. Il est incliné à 1,2. Je pose une question. Je veux pas la réponse maintenant. Bon, si quelqu'un connaît la réponse, donne-moi la réponse. Mais c'est une réponse... géologique. Vous réfléchissez pourquoi? Parce que c'est idiot, hein? On fait... Pour les fuites d'eau. Non. Géologique. On a lancé une machine pour creuser le tunnel dans cette direction. Et on a lancé une autre machine pour creuser le tunnel dans l'autre direction. Et en espérant qu'un jour ou l'autre, oups, et on a incliné le tunnel à 1,2 degrés.
C'est masochistique, ça, non? Pourquoi? Il y a 8 puits d'accès dans l'accélérateur, 25 km de circonférence. On dit le matin, bon, je vais prendre le puits numéro 5. Comment j'arrive à l'endroit où je dois travailler, si c'est à 2 km? En vélo. En vélo, voilà, des petits vélos. Peut-être on peut voir un petit vélo. Il y a des petits vélos, vous pouvez, ici, là, passer en vélo. Si vous avez de l'équipement, il y a des petites cartes électriques aussi. Il y a beaucoup d'air. Il y a beaucoup d'air là-dedans. La température, ça reste ambiante. On peut toucher les aimants. Là, il n'y a pas de problème. Même quand ils sont refroidis. Et ça marche très bien. Pourquoi? C'est très important que ça marche. La sécurité. Hein? La sécurité. La sécurité, c'est la façon la plus rapide d'appeler de l'aide. Ok, si vous tombez du vélo, ok, là, ça marche. Alright, good. Voilà, et on fait collisionner aujourd'hui ou bien hier, c'était 4 Tera electron volts, 10 puissance 12, ok, Tera electron volts, demain 7. 7 sur 7, et 1 billion milliard de collisions par seconde. La plupart de ces collisions, on n'est pas intéressé dans ces collisions, on n'est pas intéressé de tout. Ça veut dire, il y a quelqu'un, on emploie les gens qui sont hyper bien en jouant les jeux vidéo, ils restent dans le console de contrôle, et regardent. Hop, oui, c'est bon. Hop, c'est bon. Est-ce que c'est vrai? Non. Tout ça, c'est fait par l'électronique et par les programmes compliqués. Voilà. Et quels sont les objectifs? Savoir qu'est-ce que c'est l'origine de la masse, ce fameux boson de Higgs. Qu'est-ce que c'est la matière sombre? Vous connaissez ça, bien sûr. Étudier cette plasma primordiale qu'on dit existait juste avant le début de l'univers, et pourquoi on ne voit pas, on a cherché partout, mais on ne voit pas de l'antimatière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'antimatière apparemment dans l'univers? Okay? On dit que c'est l'espace le plus vide dans le système solaire, parce que la pression dans les tuyaux est 10 fois moins que sur la Lune. Vous marchez aujourd'hui, vous marchez dans les pas de M. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, c'est qui? C'est l'homme qui a placé son pied sur la Lune, la deuxième personne. J'avais l'honneur de faire visiter, comme j'ai l'honneur de faire vous visiter, j'avais l'honneur de faire visiter M. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, il y a 2 ans. Il est grand comme ça, assez petit parce que à cette époque, les capsules, les machines n'étaient pas très larges. Bon, il y a 2 mois, j'ai vu un Soyuz simulateur aussi. Il y a 3 personnes dans un endroit. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je pourrais raconter quelques histoires sur ça ce matin. Le monsieur Buzz Aldrin, il était. Okay? Vous marchez dans les pas de Buzz Aldrin. Il était intéressant. Il est là dans son veste. Apollo, avec la cravate Apollo, il a raison. Voilà, c'est plus froid que l'espace. C'est tout l'accélérateur. Pas aujourd'hui, mais quand ça marche, c'est à 1,9 degrés Kelvin. Pourquoi? C'est pour la conductivité.
Parce qu'il faut des aimants supraconducteurs. Pourquoi? Eh ben, parce que les métals, Perte d'énergie. Parce qu'on veut une machine de l'énergie le plus haut que possible. Comment on fabrique et pour faire tourner des particules dans un accélérateur, on utilise les aimants pour guider. En fait. Ça, c'est une question que je pose aux jeunes gens qui viennent au CERN. Ils passent une journée au CERN et je dis, on utilise les aimants dans l'accélérateur pour faire quoi? Qu'est-ce que la réponse que je reçois? Je crois que c'est pour pousser les Je protons. crois C'est que pas toujours c'est pour accélérer les champs. mais c'est pas. Et j'ai dit non, c'est quelque chose que vous connaissez à l'école. Je crois que maintenant c'est, je sais pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est enlevé du cursus en France. C'est des plus hauts programmes de terminale. Je ne comprends pas. C'est quelque chose. Les Français aussi ne comprennent pas. C'est hyper important ça. Sans ça, Oui. bien ça, le CERN ne marche pas. Parce que on utilise ça pour faire tourner les particules dans les accélérateurs circulaires. Et au détecteur, on utilise ça pour mesurer le charge et l'impulsion. Voilà. C'est si important que quand on serre la main à la fin d'une visite du CERN, on sait que qui a visité le CERN, parce qu'après ça, on serre la main comme ça. Alors, Voilà, c'est pas Peter Spock. intégrales et vectorielles. Ok. Voilà, c'est pourquoi que l'espace, si on dit que l'espace est à 2,7 degrés, mesuré par le Cosmic Microwave Background Radiation. Okay? Voilà, ça c'est le lâcher, voilà, c'est le... les montagnes? Jura, 1800 d'auteur. Le station de ski le plus proche du CERN, c'est à 15 minutes d'ici. C'est Crozet. Et là, c'est les Alpes, le lac. Et voilà les LHC avec ses 4 grandes expériences. CMS, Atlas, Alice, LHC. Excusez-moi, l'angle il est comme ça ou comme ça par rapport au dessin? C'est l'angle, c'est Par rapport au dessin. c'est comme ça, vers le Jura. Okay? Le lac est là, maintenant. Ça monte vers le Jura. Et quand on est dans le tunnel, malheureusement on ne peut pas descendre dans le tunnel aujourd'hui, personne, à part de Madame Ashton, peut voir le tunnel. Mais quand on marche, on sent le 1,2 degrés. Voilà. Les deux grandes expériences de découverte, Atlas et CMS, c'est très important qu'il y a deux. Pourquoi? Pour confirmer que... Si les deux voient la même chose, boson de Higgs avec une masse de 125-126 dieuvres, on est sûr que c'est vrai. Parce qu'ils n'utilisent pas le même photon, ils n'utilisent pas le même détecteur, ils ne communiquent pas jusqu'à le moment qu'il fait une publication. Okay? Ils sont complètement séparés. Bon, il y a LHCb qui essaie de comprendre pourquoi il y a une différence peut-être entre la matière et l'antimatière, et Alice est plutôt intéressée dans les collisions des ions de plomb pour étudier le cosmic primordial plasma. Et totem. Totem, oui, Sur la c'est section très, efficace des protons. oui, c'est une petite expérience à côté de CMS, c'est vrai. Quelle grandeur, voilà, ça c'est le Brandenburg Gate à Berlin, et ça c'est Atlas. Vous allez voir Atlas maintenant dans 40 minutes. On dit que c'est le place le plus chaud dans la galaxie parce que, point de collision, c'est très chaud, mais il n'y a rien qui fond. Il n'y a pas de
problème, c'est juste la température équivalente de ça. Voilà. Vue d'un avion, ça c'est l'aéroport de Genève. Les particules tournent comme ça ou comme ça, 11 000 fois par seconde, il fait tourner. Ça c'est la frontière. Il traverse la frontière 4 fois. Mais c'est ok, c'est Schengen Space, il n'y a pas de problème. Et voilà, moi j'habite quelque part là, juste à l'extérieur de l'anneau, mais on ne voit absolument rien en France. Il n'y a que ces 8 puits, les bâtiments sur surface, et le reste, rien du tout. On ne peut pas cacher. Voilà, ça c'est le schéma. J'avais dit qu'il y a plusieurs accélérateurs. Ça c'est comment on dit, le strength, la force du CERN. Les Américains, ils ont essayé de fabriquer un accélérateur à partir de rien du tout. Il n'y avait pas de succès. Ils ont fermé le projet. Mais ici au CERN, on utilise les cerveaux, la créativité des gens qui ont fait le travail avant. Ça veut dire que là, on a les protons, on a une bouteille d'hydrogène, on les protons, on les accélère dans un LINAC, 30 mètres jusqu'à 50 mètres, et puis on injecte dans un booster fabriqué en 1972, ça tourne toujours, qui injecte les protons dans cette machine. Cette machine est extraordinaire. Accélère les protons à 25-26 gigaélectronvolts. C'était commissionné en 1959. C'était un accélérateur prototype qui, ils ont dit, bon, ça va tourner 15 ans. En fait, ça tourne toujours aujourd'hui. C'est la cœur du CERN qui bat toujours. C'est un, comment dire, c'est fabuleux pour les gens qui ont construit ça. Ça, c'est la force du CERN. Et puis, après, ils traversent la route, là, sous la route. Vous allez traverser aussi, mais pas dans le tunnel. Et puis, ils arrivent dans le SPS, Superproton Synchrotron, fabriqué en 1976. Et c'était là où M. Carlo Rubbia et son équipe, ils ont trouvé le W et Z boson en 1983. Ça, à cette époque-là, c'était un collisionneur proton-antiproton. Okay? Et la deuxième personne, c'est Simon van der Meer. Et c'est grâce à Simon van der Meer qu'il peut utiliser les antiprotons pour stocker, fabriquer, stocker suffisamment d'antiprotons pour faire collisionner avec les protons. Simon van der Meer. Apparemment, il a eu cette idée, comment on peut faire ça pendant les années 60. Son superviseur à l'époque, Wolfgang Schnell, il a dit, c'est très important, très intéressant, il écrit un papier sur ça. Il a dit, non, tout le monde peut avoir une idée comme ça. Non, c'est pas nécessaire. Non, s'il vous plaît, écris. J'ai pas le temps. Écrivez. Ok, il a pris son machine à taper, il a écrit le papier, et puis 20 ans après, prix Nobel. Message pour les jeunes. Si vous avez des bonnes idées, Si vous ne savez pas écrire, vous n'aurez jamais pris Nobel. Et voilà. Comment ça marche? Voilà. Les protons, ça commence. LINAC, booster, proton synchrotron, superproton synchrotron, LHC, paf. Okay. Pour 4 expériences. Aussi, on a envoyé les neutrinos vers l'Italie. Vers Italie, vers Sasso. On a utilisé 732 km sous terre. Le ministre de Sciences en Italie a dit qu'elle était très fière d'avoir creusé ce fameux tunnel. Elle n'est pas ministère de la Science.
Non, mais est-ce qu'on a envoyé les neutrinos à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière? 2 fois. Ça a failli. Non. Non, mais c'est une histoire très importante pour les jeunes gens aussi, parce que ça dit, il y avait une expérience qui a dit, peut-être qu'on a vu que les neutrinos arrivent 60 plus ou moins 10 secondes, nanosecondes avant la lumière. On n'est pas sûr, on aimerait de l'aide, mesurer vous-même. Et notre expérience, ils ont mesuré, ils disent non. Et finalement, ils ont trouvé un faute dans l'expérience. Et ça c'est comme ça la science marche. C'est pour ça qu'on a deux expériences. C'est important. Voilà, pour les collisions, ça c'est une représentation d'ordinateur, voilà, et ça c'est le détecteur. Il faut absolument identifier, mesurer toutes les propriétés de toutes les particules, sauf les particules que l'on ne voit pas, qui sont les neutrinos, ou bien peut-être la matière sombre aussi, ça peut être une possibilité. Et en réalité, c'est comme ça, parce que chaque croisement des bunches, il y a 2800 et quelques bunches de particules de 11 milliards. 100 milliards de particules par bunch. Et la plupart des particules ne se voient pas, ils passent. Il y a suffisamment de collisions, 30 par croisement. C'est comme ça. Et il faut réduire ça à ça. Voilà. Et ça, c'est les ordinateurs. Voilà. Production de 15 petabytes de données par an. Et tout est analysé par ces fameux grilles de computing. C'est des ordinateurs qui sont distribués dans le monde entier, connectés. 100 000, 200 000 ordinateurs. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le CERN, T0, et puis après, il y a IN2P3, voilà, etc. Dans le monde entier. Les grilles, parce que c'est comme l'electricity grid, on branche notre ordinateur, et derrière ça, maintenant, on a des milliers d'ordinateurs avec aussi le stockage. Juste pour dire, c'est pas que LHC au CERN. Ça, c'est le Low Energy Ion Ring, c'est pour accélérer les ions, pour faire collisionner. On a cette fameuse usine pour fabriquer l'antimatière. On fabrique l'anti-hydrogène. Pourquoi? Monsieur Dan Brown a dit ça parce qu'on veut exploser le Vatican. Il y a des gens qui pensent qu'on peut envoyer le Starship Enterprise au bout de l'univers à World Factor 10. Ça, c'est très intéressant si on peut faire ça, mais malheureusement, non. C'est pas très efficace. Pour chaque antiproton qu'on fabrique, il faut 1 million de protons. Hein? Et pour fabriquer un gramme d'antimatière, ça va prendre quelques milliards d'années. Et l'énergie qu'on utilise pour faire ça est beaucoup, beaucoup plus supérieure qu'on reçoit à la fin. Malheureusement, c'est pas une bonne idée. Mais pourquoi on fabrique l'antimatière? On va faire des tests sur la pesanteur de l'antimatière. Vous avez 7 à 8 atomes oui, on va mesurer les propriétés de l'antimatière pour savoir est-ce qu'il y a une différence entre la matière et l'antimatière. Ils ont mesuré le pesure, c'est ça, de l'antiproton par rapport à un proton. C'est égal avec la précision d'un mouche ou pas sur le tour Eiffel. Ça, c'est pas une blague, c'est vrai. Mesurer, ils ont mesuré ça. Comment? C'est une grosse erreur. Ça, c'est en fait, c'est un accélérateur qui tourne comme un décélérateur. Il faut décélérer les antiprotons puisqu'ils peuvent capturer un positon pour fabriquer l'antimatière. Voilà.
antimatter physics, il y a beaucoup de antimatter physics. On a ISOL, 40% des protons utilisés au CERN sont mangés par ISOL. C'est un Nuclear Isotope Production Facility, c'est Nuclear Structure, pour fabriquer les éléments exotiques. Ça tournait depuis les années 60. Bon, c'est pas la même machine. Voilà. Alchemical Factory for Nuclear Physics. On est des alchimistes aussi. CERN Accelerator CNGS, ça c'est le fameux CNGS avec le 732 kilobase size. Les sections du faisceau à grand assaut, c'est 1 km². Mais les gens ne sont pas inquiets parce que le neutrino traverse sans problème. Voilà, c'est les résultats intéressants récemment des effets des rayons cosmiques sur la formation des nuages et comment les nuages en fait sont fabriqués. C'est les résultats très récents trouvés sur le cloud. Cette petite expérience peut être très intéressante. Voilà, CERN Particle Physics and Innovation, Interfacing Technologies, Accelerators, Part Detectors, Computing, c'est ça qui est les retombées immédiates des physiques de particules. Est-ce qu'il y aura une retombée immédiate de la découverte du boson de Higgs? Personne ne sait. Normalement, ça prend quelques années, des dizaines, même une centaine d'années. Je ne sais pas. Medical imaging, hadron therapy, traitement du cancer avec les faisceaux. Maintenant, même à l'usine d'antimatière, on pose la question, est-ce qu'on peut utiliser les antiprotons? C'est peut-être plus intéressant parce que les protons, ils ne s'interagissent pas avec les tissus quand ils entrent le corps et déposent toute leur énergie à la fin d'une trajectoire. Si on peut utiliser les antiprotons, eux aussi déposent toute l'énergie, mais il y a une annihilation aussi. Et peut-être c'est même mieux. Le problème c'est que les machines pour fabriquer les antiprotons sont très chères. Il n'y a que le CERN qui fait ça. Mais, c'est jamais. Et puis, l'imagerie, PET scanner et tout ça. Voilà. Et les activités d'éducation. On a ces programmes pour les profs de lycée, les jeunes chercheurs, les étudiants d'été, les scientifiques du CERN, des programmes de formation. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. La vie, le half-life of an engineer. Qu'est-ce que c'est half-life of an engineer? Le temps de vie. Oui, à peu près 5 ans. La connaissance. Donc, on a beaucoup de présentations. Et en fait, toutes les présentations sont disponibles sur le web. Tout c'est enregistré. Ils sont disponibles. Vous pouvez suivre toutes les... voilà, les programmes pour les profs. Je dois faire un update maintenant. Mais les profs viennent de tout le monde aussi, les teacher programs. Un peu plus en Afrique. On a une représentation plus en Afrique. Voilà. Nationality of Summer Students, la même chose. Summer Students 2012, voilà, devant le globe. Personnel qui travaille au CERN. Bon, j'ai dit qu'on a une centaine de physiciens expérimentaux et théoriques. La plupart des scientifiques au CERN, c'est dans cette catégorie-là. Les physiciens impliqués, les ingénieurs, les gens qui font tourner des machines fabriquées, etc. Les techniciens, les craftsmen, administration. Ça, c'est très important. Les jeunes, les possibilités pour les jeunes de venir travailler au CERN pendant leurs études, tout de suite après, etc. C'est très important, ça. Contractors et les utilisateurs, 11 000. Ok, après le 30 novembre 2009, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Opera. Opera, c'était le fameux neutrinos faster than speed of light expérience. Ça, c'est l'amphi du CERN, archi plein. C'était un séminaire
très 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 intéressant, mais à la fin, ils ont dit non, c'est pas vrai. Ok, mais c'est ok. C'est comment marche le silence. Il y a Big Fire. Non, vas-y, Big Fire. Maybe 13 décembre 2011. The first tantalizing hints of a boson Higgs between 115 and 127 GeV, seen by both Atlas and CMS. Pas encore découvert. Mais le 4 juillet, yes. What? It's a bit late, so we can take a little bit more time, but don't worry, we have funding. Ok, ça c'est le 4 juillet, c'était hyper intéressant. Le 4 juillet, tout le monde savait que quelque chose était... on était sur le... on attendait une annonce extraordinaire. Et moi, encore, c'était la chance, c'était grâce à John Ellis. J'ai rencontré une John Ellis donc, au restaurant le jour avant, ou bien le jour avant. Le restaurant du Saint, juste en parenthèse, le restaurant du Saint, c'est une des places les plus importantes au Saint. Pourquoi? Pour les rencontres, c'est hyper important. J'ai visité NASA et professeur Ting, à l'invitation de professeur Ting et son équipe AMS, et j'ai entré le public ne peut pas rentrer. Le public peut rentrer au CERN. Ça, c'est une des choses très importantes aussi. On est ouvert. On n'a pas de secret au CERN. Je vois les appareils de photo. S'il vous plaît, prenez les photos. Il n'y a pas de problème pour nous. Vous pouvez parler à tout le monde. Okay? Et on n'a pas de secret. NASA, c'est complètement différent. J'ai visité NASA. J'ai mangé à midi dans le restaurant de NASA. C'était comme morgue. C'était vide. C'est à cause de la bouffe. Il a une seule idée, Jean-Pierre. Hein? Il est vraiment ciblé sur un sujet. Hein? Ok. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est hyper important. Bon, j'ai rencontré John Ellis. Et puis, il a dit Peter Higgs. Et là, c'était pendant notre cours pour les profs du lycée international, mois de juillet, 3 semaines, 50 profs du monde entier. Et j'ai dit, John, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on peut inviter M. Peter Higgs dit quelques mots à nous le lendemain? Il a dit, j'ai posé la question. Et il a dit oui. Et puis le lendemain, il a passé 30 minutes avec ses profs du lycée et moi. Et le jour après, c'était l'annonce de la découverte du boson de Higgs. C'était extraordinaire. Et je ne savais pas, mais quelqu'un a pris une vidéo de ça avec son portable. Et c'est sur YouTube, cette vidéo. Mais ça, c'est pas extraordinaire au CERN. On fait quelque chose comme ça. C'est pas extraordinaire. On rencontre les gens tous les jours. Et voilà. Ça, c'est une reconstruction par ordinateur des événements intéressants. Voilà. Ok. Deux muons là. Yes, sir. Il faut peut-être que je prévienne le chauffeur. Non, il peut rester. Tout est ok? Pas de problème. He's not going to disappear, is he? Maybe he's going to go for a... No, don't worry. Okay. We'll finish and we'll take it. Et puis, j'ai presque terminé. Le lendemain, voilà. Il ne faut pas lire tout ça, mais l'important c'est we observe, CMS et Atlas. We observe in our data clear signs of a new particle at the level of 5 sigma, très important, in the mass region around 126 GeV. The results are preliminary, but the 5 signal
we're seeing is dramatic. The implications are very significant, and it is precisely for this reason that we must be extremely diligent in all of our studies and cross-sections. Nevertheless, they were very confident, and since then, this has been confirmed. Est-ce qu'on sait si le 4 juillet, c'est le moment où il y a une statistique dans les causes, et est-ce qu'on sait à quel moment les collisions ont donné ce signal? Non, bon, la question la c'est, est-ce qu'on statistique, sait quelle interaction c'est un C'est boson de Higgs? statistique. Non, c'est pas ma question. Non. C'est La à quel théorie jour? du bas. À quel jour? Et ça n'a pas lieu le 4 juillet. Mais non, c'est statistique. Ça, c'est non, sur ça le c'est le résultat. Ça c'est la cumulation. Ça c'est l'accumulation des données pendant 2 ans. Ok? Et ce qu'on voit après toute l'élimination, etc., toute l'analyse, ce qu'on cherche, évidemment, c'est sur ce background, c'est sur ce fond, un signal comme ça qui a une statistical significance de 5 sigma, 5 sigma. Mais dans cette bin, ou même les 3 bins là, on ne sait jamais quel c'est l'événement ou quand il était collectionné. Non, c'est pendant toute la période et c'est juste cette petite yes sir. Par contre, monsieur Yves Sirois, qui est venu à la SAF il y a 15 jours, nous a dit que dès le mois de juin, donc 2012, il savait. Oui, bien sûr. Ils avaient déjà sorti ces cours. Oui, oui. Ils étaient certains. Exactement. Mais il y a un protocole. Il y a un protocole parce qu'il y a 2 expériences. Peut-être, je ne sais pas si c'était Atlas ou CMS qui ont téléphoné au... bon, ça dépend du canal, en fait. C'est le Higgs 2 gamma ou 2Z ou etc. Ils ont téléphoné peut-être le directeur général. Le protocole, c'est qu'il doit annoncer cette découverte au directeur général. À ce moment-là, le directeur général demande à l'autre expérience, est-ce que vous avez vu la même chose? S'il dit oui, bon, là il n'y a pas de problème. S'il dit non, il dit, vous avez un certain temps pour chercher. Et je ne sais pas exactement comment ça marchait, parce que c'est confidentiel tout ça, mais il y a une communication entre les deux. Et c'était que le 4 juillet quand ils ont fait l'annonce. Mais bien sûr, avant, il y avait des rumeurs, etc. Si vous voulez assister à cette réunion, voilà, dans le même auditoire, il y avait des gens qui avaient fait la queue le jour avant. Il y avait tous les étudiants au CERN, tous les étudiants d'été au CERN à ce moment-là. Ils ont fait le camping dans le restaurant. Si vous arrivez à 6 heures le matin, c'est déjà trop tard. Okay. Heureusement, il y avait Internet. Heureusement, il y avait l'Internet, il y avait le webcast. Et voilà, ça c'est l'annonce. Après l'annonce, voilà, c'est Chris Llewellyn-Smith, ancien directeur général du CERN, Rolf Dieter Heuer, le directeur général d'aujourd'hui, Herwig Schocker, allemand, d'Allemagne, ex-directeur général du CERN, Luciano Maiani, italien, ex-directeur général du CERN, et Robert Emma de la France, directeur général juste avant Rolf Dieter Heuer. Et voilà, il y a quelques personnalités dont vous pouvez voir. Ça c'est M. Daniel De Negri, il travaille en France, il donne toujours les cours en France. C'était un des 5 fondateurs de l'expérience CMS, il est croate. Voilà. Il y a Zikiki, là. Je sais pas. Voilà, mais tout le monde était très voilà. Et ça, c'est les presse, après les conférences de presse. Et heureusement, la plupart des journaux, ils ont écrit une bonne story sur ça. Elusive particle found looks like
de Higgs boson. Même en 4 juillet 2012, ils n'ont pas dit c'est de Higgs boson, parce qu'il peut y avoir plusieurs. Il faut mesurer spin, etc. Tout ça. Aujourd'hui, ils sont un peu plus sûrs, mais voilà. Et ça, c'est les deux gens. Peter Higgs. Le premier papier qu'il écrit sur ce sujet est dans le Globe avec celle de François Englert et Robert Brout, les Belges. Il est en display dans le Globe. Le papier de M. Peter Higgs. Combien de pages? Comment? 2 pages. Je le mets dans le quart, si vous le voulez. 2 J'ai pages. dit aux jeunes gens, combien de pages il vaut un prix Nobel? Hein? Il dit, bon, 10, 12, 100. Non, c'est 1,5. Et voilà. Mais ça, c'est écrit en 1964. Juin. 4, ok. Et voilà, les deux maintenant, ils ont le prix Nobel. Et, comme j'avais dit au début, la troisième personne, malheureusement, il est mort en 2011. Le prix Nobel, la comité de Stockholm, ils ont eu l'élégance, de laisser une place pour M. Brown. Je pense. Voilà. Il a quelle nationalité, M. Higgs? Écossais. Oh. C'est les Écossais qui ont... Bon, il est britannique. Mais il est né en Angleterre. Il est né en Angleterre. Et puis, apparemment, bon, pas apparemment, parce qu'il a dit devant moi, il n'était pas très costaud quand il est jeune. Il n'a pas suivi les cours à l'école au début. Mais petit à petit, il est devenu un peu plus fort. Son papa a travaillé dans plusieurs lieux en Angleterre. Mais quand il avait 12-13 ans, il est arrivé à Bristol. Et puis il est resté à Bristol. Et puis il était inscrit dans une école à Bristol. Cette école, c'est l'école de Paul Dirac. Ah, Je ne sais pas si ça a influencé Peter Higgs, mais il était au même école que Paul Dirac. Et puis après ses études à l'université, il a passé à King's College London. Et vous avez rencontré hier soir le professeur Maxwell, professeur de la physique théorique à King's College London, John Ellis, voilà, qui est un grand ami de Peter Higgs. Voilà. Voilà, ça c'est le fin de mon histoire. Maintenant, on doit... Bon, c'est pas mal parce qu'on va commencer à Atlas. Normalement, c'était 10h15. On doit commencer maintenant à 10h30. Je vais demander à Suzy de venir avec les noms du premier et deuxième groupe. Le premier et deuxième groupe qui descendent vont rester ici, marcher tranquillement vers Atlas. Vous pouvez peut-être passer par le globe, donner un coup d'œil au globe, juste passer 5 minutes. Là-dedans, on a une petite accélérateur, le premier accélérateur d'Ernest Lawrence, Circular Accelerator, c'est pas la même, mais c'était modèle. 1930, fabriqué en 1930, ça coûtait $25. C'est un peu plus petit que l'LHC. Et là-dedans, vous trouverez le premier serveur de web avec le project proposal de Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web. Ah, une autre histoire. Malheureusement, je n'ai pas le t-shirt aujourd'hui. J'ai cherché le t-shirt, mais je ne peux trouver. C'est dans le shop. J'ai fait visiter aussi M. Kofi Annan. Qu'est-ce que c'est la question que je me pose quand je dois faire visiter quelque chose comme Kofi Annan?
quelqu'un comme Kofi Annan? Qu'est-ce que c'est la première question que je pose? Qu'est-ce qui l'intéresse? Des questions sur l'humanité. Non, je dis porter quoi? What is your size? What am I going to wear? Parce que je savais qu'il venait avec une cravate, avec... ok. J'ai même posé la question pour vous. Mais j'ai dit non, je ne veux pas faire ça. J'ai mis le t-shirt. Vous pouvez acheter, je n'ai pas de commission. Vous pouvez acheter au shop avec le dessin de M. Tim Berners-Lee, son proposition pour le World Wide Web en 1989. Il a présenté sa proposition à son superviseur, quelqu'un qui s'appelle Mike Sandel. Il a pris ce papier, il a lu à la maison, il a écrit 3 mots sur le papier. Les 3 mots, une copie de ce papier sont dans le bureau. Qu'est-ce que c'est les 3 mots? Excellent, formidable. Non, c'était pas World Wide Web. Il a écrit, et c'est écrit sur le dos du t-shirt, il a écrit vague but exciting. Si vous réfléchissez, peut-être c'est le understatement du 20th century. Okay? Vague but exciting. Bon, Monsieur Kofi Annan est venu. J'ai dit bonjour, bienvenue, etc. On va faire ça. Venez, s'il vous plaît, venez avec moi. Il a dit immédiatement, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Le t-shirt. J'ai raconté l'histoire, j'ai montré les 3 paroles, et puis il a dit, cet superviseur, il était un bon superviseur. Et j'ai dit oui. Il n'a pas dit l'image, le projet n'est pas intéressant, c'est pas réalisable, c'est techniquement pas faisable. Vous pouvez, c'est pas quelque chose que vous faites pas ça normalement. Allez continuer avec votre travail. Il a laissé un peu d'espace pour Tim, puis il a encouragé. Je peux poser une question sur ce... Attends. Il a encouragé Tim, et ça c'est un des comment on dit, qualités d'un bon superviseur. Ok? Et c'était une des qualités d'un bon prof aussi. Et je raconte cette histoire pour tous les profs qui viennent au sein, et tous les jeunes aussi. À ce moment-là, Monsieur Kofi Annan et moi, on a fait un tour très intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Merci. Il n'a pas dit c'était vague but exciting. Il a dit, est-ce que je peux acheter le t-shirt? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. J'ai dit non. Non, j'ai pas fait ça. J'ai dit non, on vous donne le t-shirt. Et on a donné le t-shirt et j'espère qu'il porte ce t-shirt et puis il raconte cette histoire. Parce que cette histoire, c'est important. Si vous voulez, vous pouvez acheter. Qu'est-ce qu'il a réellement inventé dans le web? Parce que les réseaux américains de l'armée ont été abandonnés. Ils servaient déjà depuis les années 70 entre les universités. Maintenant, la communication par paquet avec une adresse, c'est les Français qui l'ont inventé. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé toujours les Français. Ok, bonne question. Prends une minute pour répondre à ces questions. C'est vrai qu'Al Gore, il a inventé l'Internet. C'est ça qu'il dit. Okay? C'est avec ARPANET. L'Internet existait au CERN. Au début des années 80, on avait l'Internet. C'est vu, il y avait des paquets switching et tout ça. Mais ce qu'il a dit, il a pris la notion de hypertexte. Hypertexte, c'est l'hypertexte qui on fait les liens dans un document, un seul document, et puis il a agrandi ça et il disait
on peut faire exactement la même chose. Il a écrit le protocole, le langage et tout ça. On peut faire les liens entre les ordinateurs depuis ici, en Afrique, et voilà. Et ça, c'est l'idée. Il a démontré comment on fait ça. C'est ça l'invention. Voilà. Ladies and gentlemen, please stay here 1 minute and we will read out the names, les noms des personnes qui vont visiter Atlas, et puis après il y a un pause bathroom, et puis après blablabla. Phrase en bleu.